Pour défendre cette enceinte considérable, on compte sur les puissantes tours à la hauteur tout à fait remarquable, presque démesurée. Et pourquoi ces tours sont-elles si hautes? On peut se poser la question, est-ce vraiment nécessaire? Surtout que le mur d'enceinte entre les tours est beaucoup plus bas. C'est un tiers seulement de la hauteur des tours. En fait, c'est une époque où l'on utilise énormément les grosses arbalètes pour la défense. Et pour l'efficacité du tir à longue portée avec ces grosses arbalètes, il fallait avoir une certaine altitude de position de tir. C'est des arbalètes qui font 6 mètres d'envergure, donc c'est 12 hommes qui les servent, hein, et qui peuvent lancer une flèche de 2 mètres de long jusqu'à 150 à 200 mètres de distance. Donc c'est des armes de guerre extraordinairement puissantes. Et donc ces tours sont montées précisément pour constituer des plateformes à engins. La défense lointaine est assurée par les arbalètes géantes. Pour la défense rapprochée, les tours sont équipées de 2 niveaux d'arbalétrière. Ces fentes qui permettent de viser ont une forme de croix caractéristique, dite en croix pâtée. Elles sont aussi un signe fort de ralliement au pape. On y adjoint l'innovation défensive de l'époque que chaque grande enceinte se devait d'avoir. Un balcon de pierre aux ouvertures verticales, nommé machicoulis. Dans une espèce de mythologie populaire, on pense que par les machicoulis, on jetait de l'huile bouillante. Bon, ça, évidemment, on n'avait pas les moyens de gaspiller autant d'huile. C'est complètement mythique. En fait, on lançait surtout des projectiles, même des pierres, sur d'éventuels assaillants qui auraient pu gagner le pied des murs et essayer de se plaquer au mur pour se défendre un petit peu des tirs des archers. Achevée à la fin du XIVe siècle, l'imposante enceinte de Sisteron s'étend sur 12 hectares. Une surface équivalente à 20 terrains de football. Sisteron est alors la ville majeure du nord de la Provence. Avec les tours du XIVe siècle, on a vraiment la volonté de montrer l'importance de la cité, de montrer son prestige, sa force et également quand même de faire peur en montrant que la cité est imprenable. D'ailleurs, pendant tout le Moyen-Âge, Sisteron n'est jamais prise. Les hautes murailles de Sisteron vont subir l'épreuve du feu lors des guerres de religion. La Provence, revenue sous le giron du roi de France, est en proie, comme tout le royaume, à de violents affrontements fratricides dans cette seconde moitié du XVIe siècle. Sisteron est devenu un lieu de refuge pour les protestants. En janvier 1562, les troupes catholiques du roi décident d'attaquer pour reprendre le contrôle de la cité. L'assaut, mené par 3 batteries de canons réparties autour des remparts, va être particulièrement violent. On s'aperçoit que ces belles tours d'enceinte verticales sont des cibles rêvées pour l'artillerie. À partir du moment où on utilise le canon avec du boulet métallique, ça devient des éléments totalement fragiles, vulnérables. Donc c'est très facile pour de l'artillerie de siège de faire des brèches dans de tels murs, d'enfoncer les portes de ville, de défoncer certaines parties d'enceinte. Et la hauteur des tours ne sert plus à grand-chose. Cette enceinte, elle est obsolète du point de vue défensif. Les protestants ont bien quelques canons pour riposter, mais les plateformes créées 2 siècles plus tôt pour les arbalètes ne peuvent supporter leur poids. Ils sont obligés de trouver une solution de fortune. Pendant le siège par les catholiques de Sisteron, l'église cathédrale avait servi notamment pour des tirs de canon. Les protestants avaient monté des canons pour tirer sur les armées catholiques qui assiégeaient la ville. Le boulet de métal est un adversaire bien trop puissant pour les murailles de la ville. Sisteron finit par se rendre aux armées du roi. Fracturée, exsangue, à l'image de la France, la défense de la ville doit être entièrement repensée au sortir des guerres de religion. Le pouvoir royal va s'y employer en imaginant un nouveau projet qui lui permettrait d'asseoir sa domination, la création d'une citadelle. Une citadelle, c'est un fort, en quelque sorte, qui contrôle une ville et qui est construit à la périphérie d'une ville, de préférence sur un point haut, pour contrôler topographiquement le site dans son ensemble, aussi bien l'extérieur que la ville. C'est un établissement qui permet un contrôle permanent. Placée à cheval sur l'enceinte médiévale de la cité, de part et d'autre du chemin de ronde, une telle citadelle pourrait abriter une garnison à demeure en restant indépendante de la ville. Le roi aurait constamment sur place la force de frappe nécessaire pour protéger la cité, mais aussi pour empêcher toute rébellion. Au lendemain de l'insurrection protestante, la solution semble idéale. On voit bien le côté symbolique de cette construction. En même temps que la citadelle est construite, le pouvoir royal s'affirme, c'est la construction de la France. Le roi fait construire sa citadelle pour vraiment implanter son pouvoir
Et là, le pouvoir local ne peut plus que se soumettre. Mais reste le plus difficile. Répondre un à un aux nombreux défis de construction pour transformer ce projet en une véritable forteresse et honorer la volonté du roi. Comme un symbole de cette prise de pouvoir, c'est la chapelle qui va devenir en 1589 le point de départ de ce projet de citadelle. Notre-Dame du château est désacralisée et reconvertie en bâtiment militaire. 2 étages de 3 pièces chacun sont créés. Le bâtiment accueillera désormais la plus haute autorité de la citadelle, le lieutenant du roi. Pour accéder à ces nouvelles pièces, on doit absolument créer une entrée sur le côté du bâtiment. Mais ce mur sud donne directement sur une falaise de plus de 20 mètres. En réponse à ce premier challenge, les bâtisseurs vont créer une fine plateforme sur le côté de la chapelle. Elle est portée par 6 arcs plaqués au rocher, reposant chacun sur des piliers massifs de 17 mètres de haut. Pour réaliser cette impressionnante série de voûtes, ils vont utiliser la technique très efficace du cintrage. On a besoin, pour constituer un arc en plein cintre, de faire sa forme d'abord en bois. Donc il faut 2 points d'appui au niveau de ce qu'on appelle les sommiers, qui sont les premiers claveaux qui vont former l'arc. Donc là, on va poser une poutre horizontale sur laquelle on va construire, comme les rayons d'une demi-charrette, la forme de l'arc, puis sur laquelle on va mettre des planches de coffrage qui vont ensuite recevoir les claveaux. Et comme on maçonne à la chaux, quand la chaux sèche, elle rétracte. Et donc en rétractant, elle se désolidarise des coffrages. Et à ce moment-là, c'est donc très facile de démonter le cintre. Les bâtisseurs font de même pour élargir le chemin de ronde. Cette ligne d'arche va devenir la signature esthétique de la citadelle. Mais il reste à répondre au défi le plus important. Comment construire une forteresse qui résiste mieux aux boulets de canon que les murailles et les tours de la ville ? C'est l'enjeu majeur de ce XVIe siècle, auquel toutes les places fortes et les plus grands stratèges se sont trouvés confrontés. Et en premier lieu, les Italiens, lors des grandes campagnes transalpines des rois de France du début du siècle. Il y a eu un traumatisme terrible en Italie dont parle Machiavel. La Furia Française et ces canons français qui arrivent en Italie vont faire que tous ces châteaux de briques avec ces superstructures falbalas vont tomber comme châteaux de cartes. Et là, effectivement, ça va galvaniser la recherche pour trouver une réponse qui sera le système bastionné qui naît dans les années 1530. La genèse du système bastionné est de remplacer les tours et les murailles par des éléments plus bas et surtout remplis de terre. La structure résiste mieux aux coups de canon car la terre absorbe le choc du boulet. Les formes s'élargissent considérablement, deviennent trapues et anguleuses. Les tours deviennent bastions, les murailles deviennent remparts. La défense n'est plus verticale, elle est devenue horizontale. Pour mieux comprendre cette révolution architecturale qui va donner ses formes à la citadelle de Sisteron, il faut faire un détour dans les Alpes. Au sommet d'une colline dominant la vallée de l'Isère, est édifiée à la même époque que la citadelle, une forteresse qui représente parfaitement les principes nouveaux de la fortification bastionnée venue d'Italie, le Fort Barrault. Le principe fondamental des forts en étoile, donc du tracé à l'italienne, c'est des forts qui ne sont pas en hauteur, mais qui sont arasés au niveau du sol et entourés par un immense glacis protecteur qui cache le fort à la vue de l'ennemi. À 1 km, on ne voit pas le fort. Dans un site de plaine, un site bastionné est invisible.